La France n'a pas à accueillir tout le monde. En France, surtout des étrangers, s'il y a une fichasse et qu'il y a une bonne raison, s'il y a le moindre risque, ils doivent partir. Un Français souche, c'est quelqu'un qui a plus de noms de sa famille sur les monuments aux morts que dans les registres de la CAF. Ils trouveront toutes les excuses du monde pour ne pas parler du problème. Ils parleront de tout pour ne pas expliquer que le problème c'est les 3 I, immigration, insécurité, islam. La matinale de Garenne. Bonjour à tous, bienvenue sur Frontières dans la matinale de Garenne. Il va vous accompagner pendant 1 heure, enfin ça, c'est sur le papier. Vous connaissez le personnage, son franc-parler, son humour et surtout sa sincérité. Bref, du Garenne dans le texte. La matinale de Garenne, c'est du débat, du combat, tout l'ADN de la France qu'on aime en 60 minutes et probablement plus, le sommaire. Merci la voix. Aujourd'hui, je reçois Éric Tegner qui va parler de son incroyable documentaire Invasion migratoire sur la route des passeurs. Puis dans l'invité exceptionnel, Fabrice Leggeri, député européen du Rassemblement national et surtout ancien patron de Frontex. Puis dans la séquence de l'excellence à la française, Werewolf K9 sera à nos côtés pour nous parler de son dernier livre, L'art du dressage, la philosophie canine. L'interview frontale, c'est parti. Éric Tegner. Bonjour Garenne. Tu es fondateur et directeur de la rédaction de Frontières. Tu as fait un travail inédit que personne n'avait jamais fait. Tu es allé sur la route des passeurs à travers le monde entier. C'est un documentaire dans lequel on a aussi les commentaires de Patrick Stefanini, Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Nicolas Pouvreau-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, ou encore Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex, qui sera notre invité à 8h45. Tu as fait la route des Balkans, Lampedusa, le Sénégal, les îles Canaries. Comment ça se passe dans les coulisses d'un tel reportage ? Alors je te remercie Garenne. Effectivement, beaucoup m'ont posé les questions de savoir comment on organise ce type de reportage et les coulisses, parce que forcément c'est un peu compliqué. On se retrouve dans des endroits, par exemple la Mauritanie, où pour bien situer les choses, on est aux Canaries et on rencontre des migrants, et ces migrants nous disent voilà, on part de Nouadhibou. Nouadhibou, c'est en Mauritanie. Et donc à ce moment-là, moi j'appelle des contacts, notamment au Quai d'Orsay. Je leur dis voilà, c'est bizarre, il y a des milliers de migrants ici. Ils me disent qu'ils viennent de Nouadhibou, et ces gens du Quai d'Orsay qui pourtant travaillent sur la Mauritanie me disent c'est faux. Ce n'est pas possible, l'Union européenne peine des sommes énormes pour que la Mauritanie empêche les migrants de quitter la Mauritanie justement et de se rendre vers les îles Canaries, donc vers l'Europe. Mais moi, j'étais forcément incrédule et donc j'étais avec Pierre et on a décidé de partir et d'aller à Nouakchott. Alors, pour comprendre la complexité de ce type de pays, c'est que la Mauritanie, c'est une république islamique. Ça, c'est le premier point à mettre en avant et qu'évidemment, je ne peux pas y entrer théoriquement en tant que journaliste sans y être accrédité. Sauf que c'est une évidence. On ne va pas commencer à demander une accréditation presse pour se faire repérer et ils vont évidemment nous la refuser parce que ils savent qu'on vient pour dénoncer l'immigration qui quitte leur pays. On vient aussi pour montrer, en tout cas c'est ce que finalement on a révélé, que la Mauritanie aujourd'hui ne fait pas le travail pour lequel des millions d'euros sont dépensés par le contribuable européen, donc le contribuable français, pour empêcher cette submersion migratoire de l'Europe. Et donc, on arrive en Mauritanie et là, il y a la question comment vous organisez. Il faut savoir que la Mauritanie, donc on a demandé à Pierre Martinet de nous accompagner. Donc, on le voit dans ce documentaire. Donc, on était 3. On décolle, c'était les îles Canaries jusqu'à la Mauritanie, c'était un vol direct. On arrive vers minuit et demi. Et la Mauritanie, c'est un Nouakchott, c'est un aéroport qui est vraiment au milieu du désert. Donc c'est un petit peu déstabilisant quand on arrive là. Et on arrive vers minuit et demi et il n'y a pas de visa. Le visa, il est pris sur place. Donc il y a cet inconnu. Ça veut dire que c'est pas, les gens peuvent penser parfois que quand vous faites du journalisme, tout est bien posé, vous venez avec votre carte de presse, on vous laisse rentrer. Ça fonctionne évidemment pas comme ça, et encore moins dans une république islamique. Et donc, à Nouakchott, il y a cet inconnu. Est-ce qu'on va avoir notre visa sur place ? On passe à peu près une grosse heure, 1h30. Il y a des questions qui sont posées, c'est la file indienne. Et finalement, donc, on a notre visa, et c'est un visa de tourisme. On va peut-être illustrer ce que tu dis. On va regarder un petit aperçu de ton premier épisode consacré aux routes migratoires. On va mettre l'image.
Alors Eric, il y a une question que les gens se posent, on voit les images. Est-ce que c'est pas dangereux d'aller dans ce genre d'endroit sur les routes migratoires? Ben justement, c'est-à-dire que sur l'histoire que je racontais sur la Mauritanie, c'est évidemment un pays qui est dangereux. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on y va quand même avec Pierre Martinet qui connaît un peu l'Afrique. Il faut savoir qu'une partie de la Mauritanie, notamment du côté est, aujourd'hui, c'est complètement rouge par le Quai d'Orsay. Il y a Boko Haram sur place. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ce sont des régimes qui sont autoritaires. Donc la Mauritanie, nous quand on arrive, ce que je te disais, je me déclare touriste, ils expliquent ce qu'on veut faire, on dit que l'objectif est de monter vers Nouadhibou et d'aller vers l'est parce que c'est un endroit où il y a des montagnes et des vallées magnifiques, etc. On a notre appareil photo pour prendre des photos. Donc voilà, c'est tout le discours qu'on va expliquer. Et quand on est obligé de prendre un fixeur à ce moment-là qui s'appelle Mohamed, Mohamed qui a une cinquantaine d'années, qui a le teint buriné et à qui on va également expliquer qu'on est touriste et qui va nous permettre d'éviter de payer trop de bakchich. Les bakchich, tu sais, c'est ce terme pour dire les pots de vin. Donc évidemment, vous êtes obligé d'en payer. C'est-à-dire qu'il y a une grande route qui vous amène de Nouadhibou jusqu'à Nouadchok et à peu près toutes les 2 heures, vous avez à chaque fois un poste de police et vous devez donner votre billet. Donc qu'est-ce qu'il arrive dans ce genre de reportage? Moi, il y a plusieurs épisodes que je vais rappeler succinctement. En Mauritanie, on s'est retrouvé arrêté avec mes deux compères sur place par la police parce qu'on était dans le quartier sénégalais des migrants et on a été dénoncé en près d'une dizaine de minutes. Donc ils sont extrêmement bien organisés comme quoi. Donc quand j'explique qu'il y a un problème de corruption dans le pays qui fait que soi-disant les policiers n'arrivent pas à avoir 200 Sénégalais qui vont prendre un bateau, en revanche en 10 minutes ils voient 3 blancs qui sont dans cette petite contrée et ils vont envoyer au commissariat. Donc là on se retrouve saisi, ils nous posent des questions, ils nous amènent au commissariat. Honnêtement on a pensé passer la nuit, mais c'est globalement passé vite. Il y a le cas de la Tunisie. Alors la Tunisie, c'est dans l'épisode 2 qui sortira dans 3 semaines, parce qu'il y a 3 épisodes dans le documentaire, où j'étais à ce moment-là avec Armand. Et on était en pleine crise où, je ne sais pas si tu te souviens, le président Kais Saied, donc le président tunisien, avait dénoncé le grand remplacement des populations d'Afrique noire sur les Maghrébins. Et il y avait une forme de, entre guillemets, chasse aux Noirs. Donc que nous, on avait suivi. C'est-à-dire que les Noirs se cachaient littéralement chez eux. On les accusait de manger des chats. Donc nous, on allait à l'endroit où ils mangeaient des chats. Avant Trump, mais ça venait pas de rien, ce petit côté qui était sorti pendant la campagne. C'est ce que j'avais essayé d'expliquer. Et nous, on avait pris le chemin d'essayer de voir comment, effectivement, quand même, des gens de l'Afrique noire se retrouvent complètement exploités. Donc, on était allé jusqu'à un endroit qu'on nous avait recommandé. Un taxi nous a déposé, où là, on a vu des familles qui étaient dans des conditions dingues et qui étaient sous-payées 4 fois moins le salaire d'un Tunisien. Et là, cette fois-ci, pareil, la police qui arrive dans mon dos et qui me dit, voilà, vous êtes journaliste, vous montez avec nous, on vous amène au poste, vous n'avez pas le droit d'être dans le pays. Donc là, vous êtes quand même en stress, parce qu'il n'y a pas le droit. La Tunisie, à ce moment-là, il y avait tous les projecteurs sur eux, ils se faisaient dénoncer par l'ONU et par différents pays. Et donc, je me retrouve, on a passé près d'une dizaine d'interrogatoires pendant plusieurs heures, où il y a 3 policiers en face de nous, ça change à chaque fois, et qui nous disent, vous êtes journaliste, vous n'avez pas le droit d'être dans le pays. Et nous, on les regarde comme des cons, et on leur dit, non, on est juste on est dans la production audiovisuelle en France, mais on est touristes. Vous savez, en ce moment, il y a des grèves à Paris, c'est un enfer. Et donc, voilà, on a voulu se balader, on est curieux, de toute façon, on est d'accord avec vous et tout. Et donc, on essayait de faire ce truc. Et en fait, ce qu'il y avait, c'est qu'on avait nos sacs. Vous essayez de sauver votre peau, quoi. Vous êtes prêt à raconter n'importe quoi. Ah bah ouais, et surtout que s'ils commençaient à fouiller les sacs, dans les sacs, on avait des gigaoctets de témoignages de migrants qui disaient que les Tunisiens étaient des énormes racistes. Donc, il suffisait qu'ils ouvrent le sac et ils voyaient clairement les micros, donc avec les bonnettes, etc. Ils voyaient tout ça. Et moi, en règle générale, dans ce genre de moment, au-delà du fait d'être arrêté, j'ai terriblement peur de perdre les rushs. C'est-à-dire que le but, quand même, c'est de rentrer avec de la vidéo pour que ceux qui nous regardent puissent comprendre ce qui se passe. Mais au final, on s'en sort. Et pourquoi on s'en sort? Parce que je crois que je te l'avais déjà raconté. Moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir cette expérience quand même sur le terrain en Ukraine, où j'ai vécu, je pense, près d'une dizaine, une douzaine d'interrogatoires du FSB ou encore des forces daguestanaises. Donc là-bas, ça déconne pas.
Ça veut dire que ça m'est arrivé de me retrouver arrêté, ou la police daghestanaise qui s'occupe de la sécurité, donc ça c'est quand j'étais côté russe, se pointe avec un fusil mitrailleur qui braque sur la voiture. Moi pendant ce temps-là j'ai la dashcam de la voiture qui tourne, donc je me dis merde, comment je fais en sorte donc j'enlève très discrètement la carte SD qui tombe par terre, et là vous vous faites arrêter, ils vous amènent au poste. Quand vous arrivez, vous les entendez dire « Ah, voilà les prisonniers », et donc il y a toute une série d'interrogatoires. Et ce que j'ai réalisé, c'est plusieurs choses. C'est en général, les policiers ne comprennent rien à la technique, à la technologie. Donc, ça m'est arrivé d'être interrogé par le FSB alors que mon téléphone enregistrait. Et sans faire exprès, parce qu'en fait, j'avais oublié de déconnecter. J'étais dans l'avion qui atterrissait à Moscou et je voulais capter un peu le son de, tu sais, Welcome in Moscou, etc. pour le documentaire, et j'ai oublié. Et donc là, au milieu de l'interrogatoire du FSB, je me dis, merde, en fait, il y a mon téléphone qui est en train de l'enregistrer, le mec. Et donc, en fait, à chaque fois, jamais ils ont compris les dashcams, jamais ils ont compris qu'il fallait fouiller dans différentes cartes SD, que vous supprimiez vos rushs sur la carte SD, vous pouviez quand même les récupérer, il faut formater la carte. Donc, un certain nombre de choses. Donc, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement que j'en ai tiré, c'est que il faut toujours tenir ce qu'on entend, c'est-à-dire sa légende, son discours. Un policier, quelqu'un, en tout cas dans ces pays-là, de paresseux, souvent il y a de la corruption et il a peur de sa hiérarchie. Donc il ne veut pas faire d'embrouille. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il pose toujours les mêmes questions. Et vous, il faut juste répondre de la même façon. Et en fait, c'est uniquement... Ne changez pas le récit. Il ne faut jamais changer le récit. Et vous pouvez mentir dans les yeux, vous pouvez dire des énormités. C'est-à-dire que moi, en Tunisie, ils m'ont googlisé. Et ils m'ont dit, non mais j'ai dit non. Non, c'était l'époque, etc. Non, voilà. Et il y a un doute à un moment. Et bon, c'est pas la justice du pays, mais le doute profite à l'accusé. C'est quelque chose peut-être de psychologique. Et donc, du côté du FSB, c'est ce que ça m'avait appris, de garder et essayer de garder son calme. Hein. Je l'avais raconté une époque, comment avec Jordan, on s'était fait arrêter également à Odessa, où je m'étais retrouvé posé complètement sur la voiture en face. En fait, on rentre à Odessa et on se dit, tiens, normalement, il y a un couvre-feu, mais il y a personne, en fait, dans la ville. Et on était en retard parce qu'on s'était fait contrôler déjà à l'entrée, énormément de contrôles. Et donc, on rentre, on arrive à un feu rouge. Et là, d'un coup, en face de nous, on voit débarquer 10 soldats avec les calaches qui sont pointés sur nous et qui nous demandent de sortir. Moi, je dois enlever ma ceinture. Et le problème, c'est que quand vous enlevez votre ceinture pour sortir, c'est ce genre de geste. Donc à ce moment-là, c'est le geste vers la ceinture qui fait qu'on pourrait sortir une arme aussi. Comme s'il y avait un colt, voilà. Donc vous vous dites, bon, j'espère que ça va être bien interprété. C'est quand même, on est à peu près 10 jours après l'invasion russe en Ukraine. Hein, donc ils ont quand même des vraies raisons d'être tendus à Odessa, parce qu'Odessa, c'est la cible, à cette époque-là, c'est une des cibles prioritaires des Russes. Et ils bombardent à fond Odessa. Donc moi, je à fond, modérément, mais ils le bombardent, pas autant que Mariupol. Et donc là, à ce moment-là, je me retrouve sur le capot avec le pistolet du militaire ukrainien sur la nuque. Jordan, il avait à peu près la même chose juste en face de moi. Et je le regarde et je me revois lui faire un petit sourire, un clin d'œil, parce que je me dis quand même, bon, ça peut complètement dégénérer, c'est certain. Mais il y a un côté où il faut faire confiance sur le fait que c'est beaucoup d'intimidation et qu'il faut garder son calme, et c'est un aspect qui est important. Et pour en revenir au premier épisode qui va sortir, il y a un homme qui s'appelle... Qui est sorti hier à 18h. Ça fait 3 semaines qu'on dit que ça va sortir, maintenant que c'est sorti. Je me suis habitué à dire que ça va sortir. Il est sorti, il est sur l'application, il est sur le site internet de Frontières, c'est Frontières Plus, que tout le monde après cette matinée aille regarder ce documentaire. Tu interviews un homme qui s'appelle Abdoulaye. Abdoulaye, c'est un passeur. Comment est-ce que tu as réussi à obtenir le témoignage d'un passeur pour un documentaire ? Alors déjà, est-ce qui n'a jamais été fait, j'ai l'impression en tout cas, sans que ça soit contrôlé par une ONG, etc. Oui, ça c'est certain. C'est quelque chose où je ne sais pas si j'aurais sorti mon documentaire si je ne l'avais pas eu. C'était fondamental. Et c'était un rêve d'avoir le passeur. Ça paraissait fou de pouvoir y arriver. Honnêtement, j'y croyais pas. Donc, en règle générale, dès que j'allais dans un pays, j'essayais d'avoir les passeurs. J'essayais d'aller sur les filières. Mais c'est très, très dur. Et donc, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, au Sénégal, pour ceux qui connaissent un peu,
quand vous arrivez, que vous êtes un touriste, parce que pareil, j'allais comme un touriste, c'est la même chose sur le Sénégal. J'ai traversé, moi, en fait, de la Mauritanie au Sénégal par la pirogue, et pour la petite histoire, par le même type de pirogue que là où Juan Branco a été arrêté. Quand j'y étais, je me suis rappelé l'image où, bref, il y avait la traversée, parce que c'est une zone où vous êtes obligé de traverser en pirogue entre les deux. C'est très dépaysant. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand je suis à Saint-Louis, vous le savez, un touriste européen là-bas Saint-Louis au Sénégal. se fait harceler. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui leur tombe dessus pour demander de l'argent, pour vendre des trucs. Pour ceux qui sont habitués à la Tour Eiffel, où on essaye de vous vendre des mini Tour Eiffel, et ce harcèlement, c'est x5. C'est insupportable. Et donc, nous, on s'était posé à un hôtel. Là, vous êtes obligé de prendre quand même un bon hôtel. Un hôtel français qui, pour la petite histoire, est l'hôtel de Mermoz. Donc, moi, j'ai dormi d'ailleurs dans la chambre de Mermoz. Donc, c'était parce que c'était les aviateurs là-bas. Donc, c'était les vols long courriers, etc. Et en fait, il y a un de nos harceleurs qui vraiment était emmerdant. Et Pierre, qui était avec moi, a quand même commencé à lui dire « Bon, je vais t'acheter un t-shirt de foot, etc. » Il voulait la paix. Et au final, le type nous harcelait au point qu'on était sur un resto à un moment sur le bord de l'eau. Il venait nous voir. Et donc là, bon, on lui a dit « Écoute, si tu veux de l'argent, t'as qu'à nous trouver, t'as qu'à déjà nous trouver des gens à nous présenter, etc. » Et en fait, le mec connaissait plein de monde. Il était ultra déter. On a passé 1 ou 2 soirées à boire des bières avec lui. Il y a une dimension, il faut comprendre qu'en reportage, il y a beaucoup de liens à créer avec les gens. Vous ne pouvez pas arriver, être sur votre Aventin, journaliste, regarder votre carte de presse. Il faut être sympa, il faut parler, il faut que ça soit progressif. Et donc, en fait, il nous a présenté pas mal de migrants qu'on a pu interviewer, qui sont dans le documentaire. Et De futurs migrants, en fait, des candidats à la migration. Alors, il y en avait qui avaient déjà tenté de le faire, qui ont raconté que le bateau s'est retourné, etc., et qui retentaient. Donc c'est quand même assez prenant et assez dangereux. Et donc à un moment, on se dit quand même, le mec, il a l'air de connaître du monde, quoi. Il est malin, voilà, et c'était. Il a réussi à vendre un t-shirt à Pierre. Ouais, et il avait une histoire assez intéressante. Son frère, 3 mois avant, venait d'être assassiné par les Algériens, parce qu'en fait, il avait choisi de venir en Europe par la voie de la Méditerranée. Par la voie de la Méditerranée, souvent on passe au niveau du désert algérien, et les Algériens sont extrêmement durs, on l'oublie, avec les migrants. Oui, parce qu'il y a plusieurs routes migratoires, il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a à peu près 4. Après, il y a selon chaque pays, mais les 4, c'est simple, c'est celles qu'on a faites et qui sont dans les docus. Et donc, en fait, les Algériens, tu as déjà vu les images, ils balancent les migrants dans le Sahara. Avec une bouteille d'eau. Avec une bouteille d'eau, voire 0. Il y en a beaucoup qui meurent comme ça. Ou alors, quand ils vont les arrêter, si le migrant il se comporte mal, là, son frère s'est fait tirer dessus. Donc, il était en plus assez bouleversé. Nous, on lui expliquait qu'on était un petit peu des touristes, mais un peu producteurs. Voilà, vous pouvez pas y aller non plus et dire non, on critique l'immigration. T'es obligé de jouer un jeu, c'est normal. Et en fait, il nous a dit qu'il connaissait un passeur. Donc forcément, on a été vachement intéressés. Ce que j'explique dans ce docu, c'est que on a dû payer le passeur. Le passeur qui fait traverser des gens en prenant de l'argent. À aucun moment, il allait nous parler visage découvert gratuitement. Ça, c'était une évidence. Et vous êtes dans des pays où, moi, je choisis en règle générale d'être transparent, mais vous devez, in fine, donner beaucoup. Parfois, moi je l'avais raconté, en Ukraine, c'était des médicaments. Les soldats russes nous obligeaient à venir tous les matins avec des médicaments pour les Ukrainiens. Ça paraît, les gens vont me tomber dessus quand je dis ça, mais c'est quand même ce qui nous arrivait. Donc on mettait un budget fou en pharmacie pour amener des médicaments ou pour amener de la viande. Donc là, je revois ce passeur Abdoulaye débarquer dans un resto. On avait dû se mettre à part parce que les gens le connaissaient sur la zone, et donc entame un petit peu une négociation pour savoir combien ça allait coûter. Abdoulaye, on le voit, on peut peut-être les mettre les photos avec son bonnet. On le voit à l'image là, c'est celui. Voilà, ça c'est sur la plage du coup d'où partent les migrants à Saint-Louis. Donc c'est l'avantage, c'est que j'arrive vraiment maintenant à visualiser l'endroit très précis d'où partent des migrants. Donc ceux qui vont nous dire vous ne connaissez pas, vous ne savez pas de quoi vous parlez, là-dessus pour le coup ils ont totalement tort, et on leur renvoie bien la balle. Et donc Abdoulaye, il y a un moment quand même où on trouve un accord, et il me dit dans ce cas-là, je vais vous amener dans un endroit au niveau d'un bateau, sur une plage, je contrôle tout, il y a mon chauffeur qui va venir, etc.
Donc là, on se dit quand même avec Pierre, bon, on sait pas trop où on va finir. Vous pouvez vous faire racketter, vous pouvez vous faire Kidnapper. tabasser, il peut vous arriver ce que vous voulez. Donc en règle générale, qu'est-ce que je fais? Premier point, je préserve les rushs, donc je repasse à l'hôtel et je fais une sauvegarde. Ensuite, on nettoie le téléphone et j'envoie ma localisation à 2 ou 3 personnes en leur disant voilà, s'il y a un souci, voilà où on est. Donc ça, c'est un aspect, en règle générale, il faut toujours le faire quand même, que les gens soient au courant. Mais après, à un moment, vous vous lancez dans le truc. Donc quand je suis dans la voiture avec Abdoulaye et Pierre et qu'on le voit avec sa grande gueule, Abdoulaye, qu'on se dit bon, il a pas l'air non plus très... Voilà, et au final, il était très sympa. Et comment ça s'est passé, donc l'interview, tout ça? Il parle en Wolof? Il parle alors ouais, je connaissais pas, mais c'est vrai que le Wolof, ça te parle un peu plus. J'ai grandi à Paris. Ouais. Et tu parles un petit peu Pas Wolof, mais... Ouais, et c'est un peu, tu vois, t'as 3/4 de l'interview que tu comprends et t'as un quart que tu comprends pas. Donc il y avait C'est un mélange de français et de langue Voilà. locale, et il y a quelques mots de... C'est un mélange de tout, en fait. C'est ça. Et donc celui qui me l'a présenté, il faisait la traduction. Donc il y a la traduction. Il y a un moment, l'interview se fait couper parce que tu as une sorte de policier local qui passe, Abdoulaye qui lui fait coucou et tout. Là, tu dis peinard, les réseaux criminels quand même au Sénégal. Et donc, Abdoulaye qui a été arrêté plusieurs fois, mais pas par la police sénégalaise, par la police européenne, par les espagnol. Espagnols. Ouais. Qui est donc Abdoulaye qui est passeur depuis 2006. 2006, c'est ce qu'on a appelé la crise des pirogues. Donc c'est la première fois on a découvert qu'il y avait des bateaux qui pouvaient partir de cette zone-là. Ensuite, ça a été calmé, ça a été maintenu. Mais effectivement, Abdoulaye qui a été arrêté plusieurs fois là-bas, qui est fiché. Et c'était intéressant parce qu'il avait un double discours. Face caméra, il disait oui, les policiers sont durs ici, ça se restreint. Alors c'est vrai que ça se restreint de temps en temps. Parce que vu qu'on paye les Sénégalais, en règle générale, on le voit bien. Quand ils obtiennent des choses et des cadeaux, pendant 2-3 semaines, 1 mois et demi, ils vont durcir. Et après, comme souvent, tu veux un deuxième cadeau. Et donc, tu relâches. Donc là, il y a des départs de migrants. Et après, l'Europe, ils viennent. Ils disent, bon, quand même, vous avez un peu abusé. L'opinion publique française, elle n'aime pas beaucoup. Donc voilà. Donc, on va un petit peu faire semblant de durcir les choses. Et là, hop, on repart sur la foulée. C'est une comédie, en fait. C'est une comédie. Donc lui, pour le coup, hors caméra, et j'ai l'enregistrement d'ailleurs, je l'ai pas mis je crois pas dans le docu parce que je me suis quand même dit bon à un moment j'aimerais bien si j'y retourne le revoir, tu vois, mais si on me disait oui, ce que tu dis est faux, au moins j'ai la preuve, où il dit très clairement qu'il paye les policiers. Donc que sinon il peut pas, évidemment, c'est des zones où ils vont se faire choper quoi. Donc l'Afrique, souvent on comprend bien, hein, on imagine qu'un passeur de migrants serait très riche, mais c'est l'Afrique. Donc en fait, le mec il reçoit des milliers d'euros effectivement pour la traversée, mais il doit payer tout le monde quoi. Il doit arroser la tout le monde, police, c'est les un enfer. bateaux, les officiels, les machins. Donc au final, malgré les entre 1000 et 3000 euros que coûte le passage pour un clandestin, il lui en reste pas, c'est pas ce qui lui reste dans la poche. Ah ben non, il doit, donc c'était marrant, il doit payer le bateau, l'essence, le capitaine, parce qu'avant une époque il était capitaine mais il peut plus l'être du coup, parce que le capitaine c'est celui qui va piloter, mais c'est pas forcément le passeur d'origine. Et lui, il peut plus le faire vu qu'il est repéré par les autorités espagnoles. Il a déjà été mis en prison, il va pas reprendre des risques. Et donc, il explique aussi qu'il y en a beaucoup, parce qu'il y a ces questionnements, ça arrive souvent quand... Moi, j'avais vu à Lampedusa, j'avais vu aux Canaries, des gens qui me disaient « j'ai pas payé pour venir ». Et ils disaient « oui, mais c'est parce que on se recommande et c'est bon, on est pris », comme si c'était aussi facile. En fait, ce qui se passe, c'est quand il y a un départ, disons sur 100-150 migrants qui payent, il y en a 50 qui débarquent et qui lui disent, en gros, mon poulet, si tu nous prends pas gratuitement, on va te dénoncer. Donc, il y a une partie aussi qui passe gratuitement. Et en décembre, tu as fait un autre voyage, tu étais sur la route des Balkans. C'est un autre épisode qui va sortir parce que donc, c'est en 3 épisodes ce documentaire. Qu'est-ce qui s'est passé aux Balkans? Comment ça se passe déjà? Les gens comprennent pas très bien. Ah, alors, les Balkans, on y allait avec Maxime, on y allait avec Julien, on y allait avec Pierre Christen aussi également. Et c'est une route. D'ailleurs, cet épisode, l'épisode 2 qui sort dans 3 semaines, va s'intituler The Game. The Game, c'est le jeu, donc en français, parce que c'est une route qui est devenue une sorte de... Elle est très dure, elle est arpentée. On vous montrera dans cet épisode comment on a eu accès à des cartes en fait où il y a des points à chaque fois avec les liens PayPal des gens à payer et il y a toujours des contacts différents. Et pour le coup, les passeurs sur place, ce sont beaucoup les locaux.
Donc il y a deux types de passeurs. Il y a des migrants qui en fait étaient sur le point de traverser, se sont dit on reste et on va établir un business. Donc on peut voir par exemple qu'à Subotica, en Serbie, à la frontière hongroise, il y a des nouveaux clans de Marocains ultra violents. Donc c'est de plus en plus dangereux. Avant, ça pouvait être un peu des Serbes, etc. Ils se sont fait remplacer, quoi. C'est un petit peu comme les Corses à Marseille qui se sont fait remplacer par les Marseillais et c'est encore plus violent. Mais là, c'est la même chose. Et ensuite, il y a les locaux. Donc il y avait l'objectif pour nous, à un moment, dans la frontière entre la Macédoine du Nord et la Grèce, de capter, parce qu'on avait eu des informations de différentes sources locales, officielles, policières, etc., qui vont nous dire, voilà, il faut aller là, on sait que c'est un point de passage, parce qu'il y a un travail de documentation à l'avance qui est énorme, hein. Ce sont des pays, vous faites d'un coup 10 pays en 3 semaines, il faut savoir très précisément où aller. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'immigration aujourd'hui que vous baladez dans ces pays, vous dites ah voilà le passeur, il y a les migrants, non, on n'est pas non plus en 2015. Donc il faut savoir très précisément où aller, et donc on savait qu'il y avait un endroit à la frontière où il y avait une station essence, et on nous avait dit dans cette station essence, vous verrez, il y a une petite boutique. Et la boutique, c'est le parfait panel pour les migrants, où ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent pour traverser. Allez-y, c'est très intéressant et vous verrez tous les jours des migrants qui seront là. Et en règle générale, c'est un point de rencontre avec les passeurs. Donc on se dit, génial. Donc on y va. Et en effet, la boutique, il y avait la vendeuse qui devait se demander, c'est des boutiques BP quand même, hein, c'est des trucs officiels. BP, c'est une des plus grosses sociétés pétrolières au monde. Et en fait, c'est une station-service. C'est une station-service et le magasin, je te jure, c'est la bouffe pour comme le pèlerinage de Compostelle. Tu vois, alors que t'es un peu sur une autoroute, tu vois. Donc quand tu vois des sacs couchage, quand tu vois un petit peu tout ce qu'il y a pour dormir la nuit, le matériel pour marcher, la nourriture typiquement pour celui qui marche pas cher, etc. Et qu'à côté, effectivement, dans la maison abandonnée où il y a eu des feux, il y a plein d'inscriptions en arabe, on voit tous les restes de ce qui a été acheté à côté. C'est exactement ça. Et là, on tombe sur des Afghans qui nous disent attendre à la frontière depuis à peu près 1 an. Parce qu'en vrai, c'est une autre dimension, hein, c'est que ces gens-là attendent parfois des mois et des mois, parce qu'il y en a qui sont pas malins, il y en a ils n'ont pas l'argent, etc. Et donc, ils nous disent, on parle avec eux, il y en a un qui a eu peur, en fait, qui a couru. Moi, j'ai pris mon drone et je l'ai suivi en drone. Peut-être qu'ils pensaient que c'était la police, qui on voyait, c'est se cacher dans les bosquets, etc. Donc, je l'ai suivi pendant une vingtaine de minutes. Et ensuite, qui nous ont dit, voilà, ce soir, autour de 19h, on a une rencontre avec un passeur, ça fait 1 an qu'on attend ça. Donc là, on s'est dit, OK, il faut qu'on établisse un poste de surveillance. On a identifié un immeuble dans lequel on est monté en haut et on a identifié différentes choses, dont le fait qu'en face, de l'autre côté de l'autoroute, il y avait un hôtel et il y avait également une famille ici. C'était, je crois, des Pakistanais avec des enfants. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, il y a des gens dans l'hôtel. Et en fait, ce qu'on a fini par constater, parce qu'on s'est réparti nos équipes, moi j'avais mon drone qui était en hauteur pour surveiller, c'est qu'on a réussi effectivement à capter la rencontre où d'un coup, on voit sur les images, on est prévenu par Pierre Christen qui était là-bas sur place, donc qui était couché et qui nous envoie en direct, ça bouge. On voit d'un coup une quinzaine de migrants qui rencontrent les passeurs et donc qui partent. Et donc il y a ces images de nuit qui sont très légèrement éclairées, où c'est le départ et ça trace. Et là, l'objectif, c'est de les suivre, de repérer la traversée, etc. et de voir ce qui se passe. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de dur, mais qui montre à quel point c'est complexe. Et nous, on n'a pas vu, par exemple, Frontex passer. Il y a des endroits où systématiquement, ils y étaient. Là, en fait, en une journée d'observation, à aucun moment, ils sont venus, alors que c'est connu, que c'est un lieu de passage. Et ça, c'est très simple, c'est parce que c'est un lieu de passage, ça arrange le pays de se débarrasser des migrants, donc ils laissent partir. Alors, t'as peut-être pas vu Frontex beaucoup pendant ces 2 années, mais il y en a que t'as beaucoup vu, c'est les ONG. Tu en tires un portrait très très dur. Qu'est-ce que t'as à dire sur ces ONG humanitaires ? Déjà, moi j'ai vu le pouvoir quand même exubérant des ONG, mais comme je n'imaginais pas. J'en ai parlé un peu hier soir chez Christine Kelly. Il y avait le cas des Canaries. Le cas des Canaries où vous pensez qu'on contrôle l'immigration alors qu'en fait on la régule. Où vous voyez la Croix-Rouge qui s'est installée son poste au niveau du port. Vous êtes sur un petit port d'une petite île, la Restinga. Et qu'en fait les bateaux, c'est organisé de façon industrielle pour les récupérer. Donc les sauveteurs en mer qui sont là normalement avant, qui faisaient 90% de leur temps pour sauver des bateaux au large, etc. Aujourd'hui, 90% de leur temps, ils se relaient tous les 3 semaines, c'est d'aller chercher des migrants. Donc les migrants sont repérés au large,
c'est Frontex qui envoie une petite alerte, ou la Guardia Civile, les sauveteurs vont les chercher, et la Croix-Rouge, les volontaires qui vivent dans le village de la Restinga, ils sont appelés posément, ils arrivent au niveau du port, dans les grandes tentes, voilà, ils s'organisent bien. Il y a un bus qui est quand même à 200 mètres, qui est là en permanence. À un moment, tu te dis, ok, en fait, le bus H24, il y a un chauffeur mobilisé H24. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que les migrants arrivent H24. Et vous voyez que tout est extrêmement bien organisé. Et cette Ça, on le voit très bien dans le documentaire, parce que j'ai vu le documentaire. C'est une organisation militaire. Ils les accueillent. Déjà, quand ils les accueillent, ils ont déjà les kawaii kaki. Ouais, ils leur ont donné, exactement. Donc, en fait, il y a un bateau qui va les chercher. Ouais. Ils leur filent des kawaii pour pas qu'ils aient froid et qu'ils soient trop mouillés, peut-être. Après, ils les ramènent, ils les mettent, ils leur donnent à manger, ils les mettent dans rhabillent, une tente, mais surtout ils font des analyses médicales pour vérifier qu'ils sont pas infectés. Ça dure à peu près 1h30, et quand ils les accueillent, ils sont avec des grands manteaux blancs de désinfection. Non, des tenues de scientifiques avec le masque sur le visage. Et après, donc il y a le Et là, bus. c'est pas raciste de dire que oui, il y a de l'importation de maladies, quoi. Mais bon, ça, en tout cas, eux, ils en ont conscience, les volontaires de la Croix-Rouge. Et donc, en fait, ces ONG organisent le trafic d'êtres humains parce qu'ils sont le dernier échelon des passeurs. C'est eux qui récupèrent et qui les mettent dans les bus et après qui les distribuent entre guillemets dans toute l'Europe. Ah ouais, bah, c'est exactement ça. Et que, de toute façon, l'exemple, il est simple. Il est que on a voulu les suivre. Donc, je monte dans le docu. À un moment, je suis sur un scooter et on attend que le bus démarre. Il est de nuit et on le suit pour savoir où il va. Parce que c'est un centre où ils les amènent, qui n'est pas répertorié sur la carte, qui est un peu caché, donc ça nous permet. Donc on les suit dans le ferry, on se retrouve, on doit filmer dans la soute discrètement les 200 migrants qui rentrent en file indienne. Franchement, on se croit dans on a l'impression, paradoxalement, on a l'impression de les amener dans des camps de travail, tu vois. Parce que ça fait très esclavagisme. Ah bah ouais, il manque les chaînes, quoi. Non, mais tu les vois à la file indienne, tu les vois revêtus des mêmes vêtements, avec le sac en plastique blanc, et ça moufte pas quand même. Et qui s'en occupe à ce moment-là ? Pas les policiers. C'est une association qui s'appelle Quorum Social 77, qui nous a agressés avec Pierre, et qui a son propre service de sécurité privée. C'est quand même ça. Et ensuite, quand le ferryiste il arrive à l'autre île, ils sont mis dans des bus, à nouveau en file indienne. On voit d'ailleurs, je capte l'image de cette associative qui nous regarde en mode, tu vois, elle est dégoûtée, quoi. Parce qu'en fait, on les a suivis et tout, et qu'elle, dans le bateau, elle nous a dénoncé auprès de la Guardia Civile, ce qui fait que c'était quand même lunaire. La Guardia Civile, c'est la police espagnole. Ils étaient autour de nous. Les gens qui sécurisaient, c'était pas les migrants, c'était nous. Parce que, en fait, on n'avait pas le droit de filmer, on n'avait pas le droit d'en parler. Ils voulaient pas, surtout. Et il y a une arnaque énorme aujourd'hui dans le pays, c'est que quand vous êtes mineur, vous pouvez pas être filmé. Donc, vu qu'il y a de plus en plus de mineurs ou de déclarés 10 mineurs, les mineurs de 35-40 ans, vous vous retrouvez, en fait, c'est super dur. 2, étant donné qu'il y a quand même une grosse privatisation de l'espace public sur certains endroits, par exemple les ports. Les ports, c'est un espace privé. La compagnie, c'est un espace privé. Donc eux, ils vous disent quoi ? Ils vous disent le règlement, c'est que si vous n'avez pas d'autorisation, vous ne pouvez pas filmer. Comment dans ce cas-là, moi, je fais mon travail, en fait ? Et au final, d'ailleurs, on est souvent informé d'abord par les vidéos TikTok de ces migrants qui sont ravis, qui sont dans le bateau. Je les voyais, ils étaient tous là avec leurs écouteurs. C'est la fiesta pour eux. Et en général, vous savez, ils se filment là, ils sont trop contents. L'Eldorado, on les amène. Et donc, quand on suit dans le bus, il n'y a pas un policier dans le bus. C'est cette responsable associative qui gère quand même des clandestins, donc, en des fait, illégaux. Les ONG, leur but, c'est de faire venir les clandestins et de cacher la réalité au peuple européen, aux Français. Oui, parce que... Ils veulent le cacher parce qu'en fait, quand ils vous empêchent de filmer, l'objectif, c'est que les gens ne voient pas quelle est la réalité de l'invasion migratoire. Oui, parce que ça a été résumé par Emmanuel Macron cette semaine, qui, dans son émission horrible de 3h30, a dit que le problème de l'immigration, c'est qu'il n'y avait pas assez de répartition. Et ça, il faut vraiment l'entendre. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus que le problème, c'est les médias qui parlent de l'immigration parce que ça donne une sensation d'invasion qui n'est pas réelle. Ça, c'est leur premier argumentaire. Et le deuxième, c'est qu'en concentrant trop d'immigration dans certaines zones, elle a été trop remarquée. Et donc, dans le fond, si les 10-15% d'immigrés dans le pays, 20% ou autres, sont bien répartis, ça posera pas de problème. Et ensuite, il y a la question de se dire qu'ils avaient vécu, moi que j'avais vécu à Lampedusa, que les 8000 arrivées de migrants en 2 jours, ça fait pas très sérieux.
que le bordel comme ça fait pas très sérieux, que les migrants qui sont dans les rues, qui rentrent dans les restaurants, ça fait pas très sérieux. Et donc à ce moment-là, ils se sont pas dit On va arrêter de les on faire va venir. arrêter de les faire venir, on va les dissuader de venir. Non, ils se sont dit on va mieux gérer le flux parce que ça se verra moins. Donc moi, quand je vois 1000 migrants arriver sur un petit port de 2000 habitants, même pas, c'est 1200 habitants. Donc en une semaine, il y a plus de migrants que d'habitants. C'est énorme. Mais pourquoi on va pas en parler? Parce que c'est vachement bien géré. Je le montre d'ailleurs dans le docu. Quand on voit le bateau des sauveteurs partir, il y a la petite musique, c'est la fiesta en fait. Nous, notre reportage, on le fait, on est au bar, on a la vue sur l'endroit où les migrants arrivent. Et donc, les habitants qui en ont affaire, de temps en temps des gens, ils disent bon, on les a sauvés d'un drame. Et il reste pas. Et ils restent pas. Et dans l'étape d'après, ils restent pas. Et en fait, clac, 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 ça bouge. Et ils n'ont pas de contact avec eux. Et nous, d'ailleurs, avoir des interviews à ce moment-là avec les migrants, c'est impossible. Donc, Parce que les ONG bloquent tout. Ils empêchent de parler aux migrants. ils bloquent tout et ils ont tout industrialisé. Donc, effectivement, c'est très bien géré. Et donc, ils arrivent, ils sont pris en bus, ils sont logés 24 heures, ils sont amenés à l'étape d'après, puis ils sont amenés en ferry, puis ils prennent l'avion. Et je vais vous dire, le grand centre de Tenerife, l'aéroport, il est à côté. Hein. Mais à côté. Dire que je monte la vue. On partait en vacances à Tenerife. On voit en famille. Ah ben là, l'aéroport. Donc à un moment, oui, quand tu fais un centre de migrants à côté de l'aéroport, c'est que c'est pas pour les garder sur les îles des Canaries, c'est que c'est pour les envoyer sur le continent. Donc c'est quand même ça, je trouve, l'énorme arnaque qu'on a aujourd'hui. Confier nos pouvoirs régaliens, qui est objectivement un scandale, parce que ces ONG, elles se croient tout permis, à des associatifs, et ne pas les tenir nous-mêmes quand même avec des forces de police, des forces militaires à un moment. Comment tu veux que le migrant, il ne dise pas à sa famille de le suivre et de venir? Parce que je raconte comment il y a des femmes qui insultent leur fils parce qu'elles leur disent toi t'es un raté, ton frère et tes frères ils ont réussi à aller en France, toi t'es ici, tu nous coûtes cher, faut que tu y ailles. Pourquoi? Parce que quand le migrant il arrive, l'associatif il est sympa, on les a vus parfois jouer au foot, etc. S'il arrive et qu'il est encadré par l'armée, et que ça déconne pas, il y a quand même un petit univers qu'on lui dit en fait, mec, T'es pas le bienvenu. Il faut t'es pas le bienvenu. Non mais pas bien venir sûr, illégalement ici. ça compte en fait cet environnement psychologique. Et donc moi, ça m'a rendu fou et de voir des associatifs qui vont s'en prendre à nous parce qu'ils se croyaient tout permis. Ils pensaient que c'était la police. Donc ça, il y a une énorme arnaque. Et je trouve que y compris à droite, y compris dans nos milieux, etc., les gens n'en ont pas conscience. Et ces ONG sont financées par de l'argent public. Il faut le rappeler. Hein. Ah ben oui, bien sûr. C'est pas le petit don que vous mettez dans la pièce de la Croix-Rouge, Ah ben non. c'est l'État, l'Union Européenne ou les États européens qui financent directement. Quorum Social 77, c'est financé par la région avec des fonds européens. Ça, c'est une évidence. Mais il faut que ce documentaire, tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Parce qu'en fait, parfois, j'en ai assez de voir des gens qui vont, y compris en disant on lutte contre l'immigration, qui ne vont pas comprendre qu'il n'y a pas de contrôle, ça n'existe pas, il n'y a pas de frontière. La seule frontière, c'est la dangerosité de la traversée. Paradoxalement, je vais vous dire, s'il n'y avait pas la mer, si ce n'était pas aussi dangereux, ce seraient des millions de gens en plus qui passeraient. Parce que ce sont quand même, mine de rien, les plus courageux. Parce que j'en ai vu beaucoup, des Africains qui me disaient, j'ai envie d'y aller, mais franchement, j'ai pas envie de mourir, je flippe, etc. Et je les comprends. Et le dernier exemple sur les ONG que tu me demandais, c'est Lampedusa. Lampedusa, je suis en train de filmer. Les 48 premières heures, j'ai une chance inédite que n'auront pas les journalistes après. Et c'est quoi? C'est que c'est tellement le bazar que les ONG et tout, la police, ils ont pas le temps de gérer les journalistes, ils ont pas le temps d'organiser, ce qui fait que les migrants sont dans la rue, donc je peux aller tous leur parler, il y a aucun problème. J'ai jamais eu autant de facilité. C'est le chaos. C'est le chaos. Donc moi, je me balade, je filme tout, etc. Alors que ça peut vous arriver où les militaires disent je veux pas être filmé et tout. Donc c'est un enfer en fait. Mine de rien, faire le métier que j'ai, parfois c'est un enfer. Et là, tout le monde me parle. Et qu'est-ce qu'ils disent tous les migrants? Ils disent on vient pour des raisons économiques. Alors que dans les médias français, on entend oui, ils fuient des pays en guerre, les pauvres, etc. Et donc, je fais plein d'interviews comme ça. On écoute les gens de gauche, tous les pays d'Afrique sont en guerre. Hein. Ah bah, l'Algérie est en guerre, la Tunisie est en guerre, le Sénégal est en guerre, ce qui n'est pas vrai. Hein. Oui, et donc là, et après je vais y aller, parce qu'il y a Fabrice Leggeri qui rentre, qui nous a fait l'honneur de participer à ce documentaire, et qui connaît aussi très bien, parce que c'est l'ancien directeur de Frontex, et lui-même qui justement est allé aux Canaries, et a eu le même type d'expérience avec le centre d'accueil pour migrants. Et donc, qu'est-ce que fait cet associatif? Je vois un associatif d'une association payée par la Commission européenne à Lampedusa, qui vient me voir, qui me dit, vous n'avez pas le droit de filmer,
Je lui dis, mais si, j'ai le droit de filmer. Et quand elle voit que ces intimidations ne marchent pas, elle me dit, mais le problème, c'est que ces Guinéens qui vous disent qu'ils viennent pour des raisons économiques, quand les vidéos vont sortir, les ambassades vont les envoyer. Et lorsque ils vont faire leur demande de droit d'asile, ça va être rejeté. Donc en gros, ils savent quoi? Ils savent très bien qu'aujourd'hui, le droit d'asile, c'est plus facile à obtenir qu'un visa pour des raisons économiques. C'est une réalité aujourd'hui. C'est pour ça que la nouvelle offensive, c'est de dire il faut de l'immigration économique parce qu'ils veulent ouvrir cette frange, parce qu'elle est limitée, c'est 17% en France. Parce que c'est quand même assez difficile d'avoir un visa économique. Donc le migrant qui vient pour des raisons économiques, une fois qu'il est briefé par les ONG, en France, il va dire ah oui mais je viens d'un pays en guerre. Il y en a certains ils vont dire voilà, ils peuvent fausser aussi leur identité. Je suis diplomatique, politique. Certains on pourra dire que s'ils sont dans un pays musulman ils sont homosexuels. Il y a toute une série, ça a été documenté. Et donc là je vois une ONG, une associative financée par la Commission européenne qui assume clairement de cacher la vérité et de participer à cette fraude. Moi j'étais absolument scandalisé. Dernière question parce que tu vas devoir partir après. Ces ONG financées à hauteur de plusieurs milliards d'euros par l'Union européenne et par les pays de l'Union européenne sont aujourd'hui en fait des associations qui aident à l'arrivée des migrants. Et j'ai oublié ma question, c'était... je vais te donner la conclusion, elle est simple. On est à Trieste, en Italie. Hein. Quand même, l'Italie, il y a Mélanie, elle n'a pas supprimé les associations, elle ne peut pas tout faire. Et on leur dit... Est-ce qu'on voit, vous avez des formations pour le travail, etc., avec des clandestins, ce sont pourtant des illégaux. Est-ce que ça vous passe pas un problème? Et elle dit non, ça n'existe pas d'être illégal. À partir du moment où ils arrivent, ils ont le droit. Et elle disait clairement, il faut ouvrir le visa pour des raisons écologiques. Voilà le type de gens qu'on a. Et je voulais dire, donc, en fait, tous ces milliards qu'on donne aux ONG, en fait, les passeurs, c'est nous. C'est ça la conclusion du documentaire, c'est de dire que le petit Abdoulaye, dans le fond, il prend pas énormément d'argent. Et que tout l'argent qui est surtout investi, c'est l'argent qui est investi effectivement par l'Union européenne, sans quoi le voyage serait quand même beaucoup plus difficile. Éric Tegner, merci beaucoup. Merci, je te laisse y aller, je sais que tu as un rendez-vous juste derrière. Nous, on va recevoir Fabrice Leggeri juste après une petite page de pub. N'oubliez pas d'aller regarder le documentaire sur le site de Frontières, sur l'application de Frontières. Mettez-vous sur Frontières Plus. C'est le plus grand et le plus complet des documentaires sur les routes migratoires que vous ayez jamais vu et le plus honnête aussi. Merci beaucoup. Merci, salut Éric. On est de retour et c'est la case de l'invité exceptionnel. Jingle. Jingle, Nathan. C'est la régie. Ça arrive. L'invité exceptionnel. Fabrice Leggeri, vous êtes député français au Parlement européen pour le Rassemblement national et surtout vous êtes l'ancien patron de Frontex. Vous avez participé à notre documentaire qui vient de sortir sur Frontières Plus. Et avant tout, on va commencer par un extrait du documentaire, comme ça tout le monde va voir de quoi on parle. Ou dans quelques secondes, le temps que la régie le prépare. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Frontex ? Bonjour et merci beaucoup de m'inviter. Alors Frontex, c'est officiellement l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, c'est son nom officiel. Et son rôle, en tout cas tel qu'il est décrit dans les règlements européens qui créent Frontex, c'est d'aider les États membres de l'Union européenne et les États membres de l'espace Schengen à protéger, à contrôler les frontières extérieures, donc de l'Union européenne, ou plus largement de l'espace Schengen. Protéger contre quoi ? Les entrées illégales, donc une immigration illégale, protéger contre la criminalité et aider à faire fonctionner à la fois le contrôle des personnes
dans les postes frontières officiels, donc que ce soit dans les aéroports, les ports maritimes, les postes frontières routiers, éventuellement ferroviaires, mais aussi le contrôle, la surveillance des frontières vertes, c'est-à-dire les forêts, les champs, partout où il n'y a pas de mur et où il n'y a pas de point de passage officiel, et aussi, ce qui est le plus compliqué évidemment, les frontières bleues, les frontières maritimes. Et puis il y a tout un volet également qui consiste à aider les États à renvoyer dans leur pays les étrangers, typiquement, qui font l'objet d'obligations de quitter le territoire, donc les fameuses OQTF que l'on connaît en France. Et la mission de Frontex a l'air d'être assez dévoyée parce que vous en étiez le directeur et vous avez démissionné, être parti... Oui, alors moi je suis arrivé à la direction de Frontex en janvier 2015, c'est-à-dire juste quelques mois avant la grande crise migratoire qui a touché l'Union européenne, d'abord la Grèce, mais toute l'Union européenne. Où l'Allemagne a accueilli 1 million de Syriens. Où Angela Merkel avait dit en septembre 2015, 1 million de personnes, c'est pas difficile, nous allons réussir. Ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas très bien passé. D'abord pour les autres pays européens qui ont vu déferler. Je pense à la Slovénie, par exemple, tout petit pays d'1 million, 1,5 million d'habitants, grande comme peut-être 2 petits départements français. C'est moins que Paris. Voilà, alors c'est moins que Paris, c'est la population d'un département de la Petite Couronne. Voilà. Eh bien, il y avait 20 000 migrants illégaux qui transitaient à travers la Slovénie en septembre 2015, une fois que Angela Merkel avait dit ça. Et puis finalement, ça s'est mal passé pour l'Allemagne aussi, puisqu'il y a eu malheureusement... Les viols de Cologne. Les viols de Cologne. Donc il y a eu 400 femmes ont été violées à la gare de Cologne lors du Nouvel An 2015-2016. Ça a été un scandale. On a découvert que tous ces soi-disant migrants qui venaient par amour, comme disait la commissaire européenne de Madame Johansson, chargée de tout cela, la socialiste gauchiste suédoise. En fait, non, ils viennent avec beaucoup de violence en eux, ils viennent avec une volonté de s'imposer par la force. C'est comme dit Jordan Bardella, en réalité, l'immigration du fait accompli. Je pose le pied illégalement sur le territoire européen, et puis ensuite, grâce aux ONG, grâce à l'idéologie pro-migrants qui règne encore dans les services de la Commission européenne, grâce à une idéologie, je dirais, sans frontiériste, qui irrigue aussi certains partis politiques. Je pense notamment à la gauche, je pense évidemment à LFI en France pour des raisons électoralistes. Mais le macronisme est tout aussi Mais coupable. le macronisme, et j'allais dire, le pire, c'est le macronisme, parce que le macronisme est dans une ambiguïté totale, une duplicité totale, parce que non seulement ils veulent faire venir ces gens-là pour des raisons idéologiques, parce que je crois que fondamentalement, il y a une haine de ce que nous sommes en tant qu'identité française, de ce que nous sommes en tant qu'identité européenne occidentale. Donc de la part des macronistes, il y a quand même cette remise en cause typiquement wokiste, de déconstruction de notre culture, mais de surcroît, et c'est là qu'il y a la duplicité totale, chez des macronistes, chez des centristes, vous avez la volonté de faire venir une main-d'œuvre économique pas chère, et donc de faire baisser les salaires. Donc ces idiots de la gauche, si je puis dire, ces idiots de la gauche qui autrefois, il y a quelques décennies, combattaient pour de bons salaires, pour les salariés, pour les ouvriers, ces idiots combattent aujourd'hui pour Gaza, pour l'islamisation de la France et de l'Europe, et la baisse des salaires que veulent les macronistes, des travailleurs. Moi, je me souviens, par exemple, dans les années 70, le Parti communiste français, donc ça s'adresse quand même à une partie de la gauche, ne voulait pas que les étrangers arrivent massivement parce qu'il disait ça fait baisser les salaires des travailleurs français. Donc voilà un petit peu dans quel contexte nous sommes. Et donc vous avez été directeur de Frontex et vous avez arrêté un moment parce que... Pourquoi ? Oui, alors j'ai été directeur de 2015 à 2022. À partir de l'année 2019, il y a un tournant politique au niveau de Bruxelles et de la Commission européenne. Jusqu'en octobre, disons jusqu'à l'été 2019, vous avez un commissaire européen chargé de ces questions migration, sécurité, frontières, qui est grec,
qui vient du PPE, donc c'est la droite, centre-droit, chrétien-démocrate. Bon, ce que moi j'appelle la droite molle, qui a de bonnes idées. C'est François-Xavier Bellamy en France qui est au Par PPE. exemple, c'est François-Xavier Bellamy. Voilà, des personnes qui ont de bonnes idées, mais qui n'osent pas passer le cap de se donner les moyens d'agir politiquement. Bon, mais en tout cas, à cette époque-là, c'était Juncker, le président de la Commission européenne, et ils ont quand même compris que oups, ils avaient oublié un peu d'être sévères sur les frontières. Il y avait un mécontentement qui s'exprimait déjà par les gouvernements des États de l'Union européenne, par les peuples, et ils voyaient bien quand même que ce chaos, avec 1,2 million de personnes qui arrivent illégalement en quelques mois, ça pouvait pas fonctionner, d'autant plus qu'il y avait en même temps des vagues d'attentats islamistes qui ont touché, je le rappelle, Charlie Hebdo, il y a eu le Bataclan, mais il y a eu au total, outre la France, il y a eu 6 autres États membres, dont la Belgique qui a payé un lourd tribut aussi. Il y a eu 7 États de l'Union européenne au total qui ont été frappés par des attentats islamistes. Et déjà l'Allemagne, à ce moment-là, commence à se réveiller avec une horreur sur un marché de Noël à Berlin, avec un camion qui tue plusieurs personnes. Le scénario que nous avons connu malheureusement le 14 juillet à Nice. Donc voilà, on voit ce genre de choses arriver. Donc à ce moment-là... Bon, le commissaire de centre-droit, Juncker, chrétien-démocrate, ils disent, bon, il faut utiliser Frontex pour en faire une très grosse agence, ils augmentent les moyens. Donc ma mission, on va dire de 2015-2016 jusqu'à 2019, c'est de faire grandir cette agence. C'est une multiplication par 10 du budget. Donc on passe d'un budget qui a été inférieur à 100 millions d'euros annuels à une cible de rythme de croisière qui est de 1 milliard. Quand je suis parti en 2022, il y avait 850 millions d'euros de budget annuel. Le nombre d'employés avait atteint quasiment 3000 personnes, alors que quand j'étais arrivé, il y en avait moins de 300. Et puis, ça s'accompagnait de compétences nouvelles pour se déployer de manière plus opérationnelle sur le terrain, pour acquérir des moyens comme des drones, des avions, des véhicules, donc pour venir en soutien vraiment sur le terrain aux États. Il y avait toujours une ambiguïté. Et ça, cette ambiguïté, elle existait depuis le début, c'est-à-dire que il y avait à Bruxelles, il y avait dans l'agence, parmi les employés, je dirais des infiltrés des ONG, des représentants de cette idéologie selon laquelle gérer les frontières, c'est accueillir les migrants, y compris les migrants illégaux, et peut-être même surtout les migrants illégaux, au nom des sacrés droits fondamentaux, qui, curieusement, sont toujours les droits fondamentaux des étrangers, et beaucoup moins les droits fondamentaux des Européens, beaucoup moins finalement notre droit fondamental en tant que peuple français, en tant que nation européenne, d'avoir droit à une continuité historique de notre identité. Non, c'est toujours l'accueil de l'autre au nom de l'inclusivité. Et donc, j'ai réussi, si vous voulez, jusqu'en 2019, jusqu'à la période avant la commission von der Leyen et avant la commissaire Johansson, j'ai réussi à développer, je sentais bien des résistances, je sentais bien des coups tordus de la part d'ONG, je sentais bien en interne des gens qui maugréaient, qui essayaient de me tendre des pièges, mais j'ai quand même réussi à faire prévaloir l'idée que l'agence Frontex devait de plus en plus ressembler à une espèce de corps policier venant en soutien des États membres, et donc développer une culture de police. Et je disais clairement à tout le monde et publiquement que Frontex n'est pas une super ONG, Frontex n'est pas une agence humanitaire, Frontex n'est pas, c'était ma vision, une agence de droits fondamentaux, mais c'est une agence qui protège les frontières, qui aide les États. À partir de 2019, eh bien, vous avez von der Leyen qui est pour la première fois élue présidente de la Commission. Grâce à qui ? Grâce à Emmanuel Macron. Voilà. Donc déjà, on voit le macronisme et la Commission qui s'en donne, qui se lâche totalement dans un côté à la fois jupitérien, par la verticalité de la gouvernance de la Commission, on y reviendra peut-être, mais aussi par la promotion
ouverte, et bien finalement d'une immigration à tout va, du wokisme, de tout ce qui déstructure et déconstruit nos cultures, nos identités, nos sociétés. L'ubérisation de tout. Y compris l'ubérisation des frontières, on fait passer les gens, on s'en fiche, on regarde pas. Bon. Et justement, c'est en tant qu'ancien patron de Frontex que vous avez participé à ce documentaire sur l'invasion migratoire, la route des passeurs. On va regarder un extrait de ce documentaire, comme ça tout le monde va voir de quoi on parle. On ne le dit pas, mais la France est le pays le plus attractif. C'est toujours le même schéma. Idéologie immigrationniste. Nous ne sommes pas armés, c'est vrai, il faut le dire. Moi, je suis allé en France. Et c'est un pays aussi là où il y a l'aide sociale. Donc pour les aides sociales aussi. Bien sûr, ouais. Rien n'est fait pour traiter vraiment les causes de cette arrivée illégale. L'Europe est l'une des zones, si ce n'est la zone la plus ouverte au monde. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'état actuel du régime de Schengen n'est plus adapté à la réalité de la situation migratoire de l'Europe. Les Noirs, Ouais. ils n'aiment pas les Noirs. Les Noirs, ils ont dangereux. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Ils disent la Tunisie, bientôt, elle est pour nous. Ils mangent même les rats. Ils mangent des rats. Ils mangent tout. La réponse est assez simple quand on connaît un peu l'Afrique, c'est qu'il y a à tous les échelons, à tous les niveaux, une corruption immense. My point is I would never use the term that a person is illegal. So a person has to be regularized with documents or is not regular with the documents. But a person cannot be illegal. The person is here in front of you. En matière de maîtrise de l'immigration, il faut commencer par les b.a.-ba. Nous devons contrôler sérieusement les frontières extérieures de l'Union européenne. Et personne ne nous empêchera de le faire. Est-ce que cette organisation de l'immigration est organisée en réalité par l'Union européenne aujourd'hui ? Je pense que l'Union européenne, en particulier la Commission européenne, porte une très lourde responsabilité politique parce que elle a toléré, et aujourd'hui, je pense que depuis, disons 2019, elle a encouragé activement des idéologies qui sont clairement destinées à faire venir des millions de migrants pour des raisons idéologique et selon un vrai programme. Je dirais que on organise l'invasion migratoire. Oui, je dirais que jusqu'en 2019, c'était une espèce d'angélisme, qui considérait que l'Europe, la construction européenne avait toujours, contribué à faire baisser les contraintes des frontières. Mais ça, c'était la création du marché intérieur européen. C'était la création de l'espace Schengen de libre circulation, mais à l'intérieur de l'Europe. Donc, si vous voulez, il y avait une espèce de mentalité dans la Commission européenne qui avait du mal avec la construction, le renforcement d'une frontière, c'est-à-dire en réalité tracer le trait entre ce qui est l'intérieur de l'Europe et ce qui ne l'est pas. Et si vous couplez ça avec le débat sur les élargissements de l'Europe, vous vous rendez bien compte... On veut faire entrer la Turquie aujourd'hui. Alors, certains... la Turquie a toujours un statut de candidat. Bon, c'est une vieille lune. Tout le monde sait que, franchement, personne n'en veut.
Il y en a qui en veulent. Hein. Alors, il y en a qui en veulent, mais les citoyens, les peuples... Ah, mais on les écoute pas, les peuples. On n'écoute pas les peuples. Le but de l'Union européenne, c'est pas d'écouter le peuple. Voilà. Que je sache. Et depuis, si vous voulez, depuis 2019, avec Johansson, donc, qui était la commissaire européenne chargée de l'immigration, et avec von der Leyen, qui est quand même, je dirais, l'espèce de clone de Macron au niveau de la Commission européenne, mais un Macron qui arriverait à faire des choses, parce que von der Leyen arrive à faire des choses toxiques, alors qu'en réalité, Macron ne contrôle quasiment plus rien, et ça explique aussi pourquoi nous sommes, hélas, dans une telle situation catastrophique en France. Mais pour revenir à la question de la frontière, je pense qu'à partir de 2019, la commissaire européenne, Madame Johansson, lors de notre premier entretien, à l'époque je suis directeur de l'agence Frontex, c'est en octobre 2019, je lui explique ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire que j'avais la mission pour le 1er janvier 2021 de déployer un corps européen de garde-frontières en uniforme avec arme à feu qui comportait pour la première fois dans l'histoire des agents publics de l'Union européenne, c'est-à-dire des espèces de fonctionnaires, des contractuels publics de Frontex en uniforme avec une arme à feu et la possibilité d'user de la force, de la contrainte, proportionnelle certes, mais de la contrainte quand même, sous évidemment le commandement des États où sont déployés les agents de Frontex. Donc on a un changement qualitatif qui fait que là, c'est la preuve de ce que j'avais, de la vision que j'avais annoncée avant, qui était de dire nous ne devons pas avoir comme ambition d'être une espèce d'agence humanitaire, nous devons avoir comme ambition d'être reconnus comme des professionnels quasiment de police par les collègues gardes-frontières en uniforme et en armes de tous les pays de l'Union européenne. Et là, ce changement est inacceptable pour Madame Johansson et pour les lobbies qui la soutiennent. Et elle me dit, mais vous n'avez pas besoin d'uniforme, vous n'avez pas besoin d'armes à feu parce que votre mission, c'est d'accueillir les migrants, parce que les migrants viennent par amour, et c'est là peut-être encore plus, je dirais, beaucoup moins idéaliste et beaucoup plus insidieux et beaucoup plus dangereux par rapport à l'essence même de notre identité. Et elle rajoute que ça vous plaise ou non. Et là, elle me menace. Que ça vous plaise ou non, votre mission, c'est de les accueillir parce que l'Europe est un continent vieillissant et donc vous devez laisser rentrer les migrants. Donc, ça s'appelle un projet organisé de remplacement de population. C'est un projet organisé de submersion migratoire à grande échelle. C'est un projet, en tout cas, de rupture dans notre droit à la continuité historique et la continuité de nos identités en tant que nations européennes. Et là, ça me révulse. Et à partir de ce moment-là, il y a de plus en plus des tensions politiques entre cette commissaire européenne et moi. Malheureusement, c'est la période aussi de la pandémie, à partir de 2020. Il y a une exacerbation des conflits entre la Turquie, toujours la Turquie, et l'Union européenne. La Turquie, à partir de fin février 2020, ça correspond quasiment au début de la pandémie. La Turquie annonce de lâcher des dizaines, centaines de milliers de migrants parce qu'il faut vers expliquer, l'Union européenne. La Turquie a un énorme stock de clandestins qui essayent d'accéder en Europe. On paye des milliards et des milliards. 6 milliards à la Turquie pour qu'elle garde ses clandestins chez elle, mais elle nous menace assez régulièrement d'ouvrir les vannes si on ne donne pas plus d'argent ou si on n'est pas d'accord sur leur politique. Voilà. D'ailleurs, je voudrais vous dire que récemment encore, le représentant permanent de la Turquie à Bruxelles a cherché à ouvrir une polémique contre moi. Parce que j'ai posé une question écrite à la Commission européenne en demandant l'évaluation que fait aujourd'hui, en 2025, la Commission européenne par rapport au respect par la Turquie de ses engagements, parce que la Turquie, lors de la déclaration Union européenne-Turquie de 2016, s'était engagée à reprendre des migrants qui étaient partis de Turquie pour aller vers l'Union européenne, en tout cas vers la Grèce. Bon. Le représentant de la Turquie aujourd'hui m'écrit une lettre en disant que l'Union européenne ne tient pas ses promesses parce que la Turquie doit être acceptée, elle a un statut de candidat, qu'il faudrait supprimer le visa pour les Turcs venant de l'Union européenne. Donc vous voyez qu'il y a tout un marchandage
politique qui continue. Et donc, pour revenir à 2019-2020 et à l'exacerbation des tensions, pendant la période de la pandémie, je dirais qu'il y a une suspension de toutes les libertés politiques également. Et la gouvernance, on s'en rappelle. La gouvernance de Frontex se fait à partir de ce moment-là, pendant 2 ans, par visioconférence. Donc moi, pendant 2 ans, je ne vois pas les membres du conseil d'administration, qui fondamentalement sont pour la protection des frontières. Et à ce moment-là, on a la Commission européenne qui fait le hold-up sur le conseil d'administration. Et il y a fort opportunément, on va dire, un coup monté, bien évidemment, en octobre 2020, des journaux style Der Spiegel en Allemagne, des soi-disant journalistes d'investigation dont en réalité on voit que les financements mènent à Soros. Ils reçoivent des bourses pour faire des investigations. Ils reçoivent fort opportunément des vidéos bidons, trafiqués, on ne sait pas trop le statut. Personne n'a voulu en faire une analyse de police scientifique parce qu'ils m'ont dit de toute façon ces vidéos ont été altérées. En tout cas, des vidéos où on voit des pushback, le gros fantasme de toutes ces ONG, c'est de dire ah bah regardez, Frontex aide les gardes-côtes grecs à repousser les migrants, à les empêcher de rentrer, etc. Et à partir de ce moment-là, la cabale qui était, si vous voulez, en préparation depuis longtemps contre moi, se met en ordre de bataille. Il faut absolument m'exécuter politiquement. Pour quelle raison ? Parce que d'abord, on est à minuit moins 5 par rapport à la création du corps européen de garde-frontières en uniforme et en armes, qui était prévu pour le 1er janvier 2021. Certains avaient espéré à Bruxelles et dans les ONG qu'à cause de la pandémie, nous n'arriverions pas à faire les recrutements, que nous n'arriverions pas à préparer tout ça, et nous étions presque à l'heure, conformément au plan. On m'a supprimé 40% du budget par un tour de passe-passe. La Commission européenne a dit non, mais voilà, il faut réduire le budget. On a fait des tours de passe-passe techniques auxquels presque personne n'a rien compris, qui étaient de réduire les grades élevés qui me servaient dans les autorisations d'emploi de personnel pour m'empêcher de pouvoir recruter les groupes, je dirais, de chefs d'équipe du corps, chefs d'équipe en uniforme et en armes, hein, genre un peu chef d'une équipe de policiers. Donc ça, on a voulu m'empêcher de le recruter. Et malgré tout ça, j'ai continué droit dans mes bottes en disant la mission, c'est le 1er janvier 2021, on doit livrer un corps européen de garde-frontières en uniforme, en armes, pour aider les États membres, envers et contre tout. Et alors à ce moment-là, en octobre 2020, on est à moins de 2 mois, et nous avions commencé à parler, j'avais commencé à parler avec mes cadres, de la cérémonie du 1er janvier 2021, de comment nous voudrions communiquer massivement sur le fait que ça y est maintenant, il y a un corps en uniforme et arme à feu, usage de la force. Et donc je pense que là, c'en était trop. On savait que la Turquie, pour des raisons géopolitiques, ne voulait pas de ça. La Turquie m'avait donné des leçons pendant de très nombreuses années sur le fait qu'il n'était pas content d'avoir Frontex du côté grec. Donc il y avait, si vous voulez, un gouvernement, la Turquie, qui poursuit des objectifs géopolitiques face à l'Union européenne. Vous avez la commissaire européenne, donc qui est gauchiste, qui est complètement acquise à la cause des migrants, qui est porte-parole quasiment des ONG. Vous avez des ONG dont certaines sont puissantes. Vous avez des ONG inspirées ou financées par Soros. Et vous avez au Parlement européen la gauche, les gauchistes, et tout ça se coalise pour me faire chuter avec, évidemment, des complicités à l'intérieur de l'agence. Parce que c'était infiltré de gens que je n'ai malheureusement pas pu, je dirais, expurger. Et je pense qu'une reprise en main de l'agence, si on veut vraiment en faire une agence de contrôle des frontières, passera par une purge de tous les gens qui ne partagent pas l'objectif et la vision du contrôle des frontières. En attendant, depuis votre départ de Frontex, c'est bien devenu une ONG d'aide aux migrants. Dans le reportage que vous pouvez retrouver sur Frontières Plus, on voit bien, il y a une personne de Frontex sur l'île d'Enero, je crois, qui est là, non pas pour empêcher les clandestins de rentrer, mais il est là
pour vérifier que les droits de l'homme sont bien respectés quand la Croix-Rouge récupère les clandestins qui sont arrivés en bateau. L'Espagne, aujourd'hui, avant c'était beaucoup de clandestins qui a débarqué par l'Italie. Depuis que Meloni est au pouvoir, les flux se sont quand même bien réduits, comme quoi quand on veut, on peut. Mais l'Espagne, elle, a un gouvernement de gauche. Elle a promis de régulariser 900 000 clandestins dans les 3 prochaines années. C'est un signal d'ouverture du gouvernement espagnol que les clandestins ont bien entendu. Donc même si l'Union européenne voulait faire quelque chose contre, on a quand même le problème des États-nations qui, en faisant cette politique, influencent sur tout le reste de l'Europe, parce que les clandestins qui vont arriver en Espagne ne vont pas rester en Espagne pour très longtemps. Le niveau de vie est beaucoup moins élevé qu'en France ou en Angleterre ou en Allemagne. Et mine de rien, à partir du moment où ils les régularisent, on ne peut plus rien faire. Alors, ce que vous dites est tout à fait exact. Grâce à la politique menée en Italie par le gouvernement de Giorgia Meloni, auquel appartient notre allié, Matteo Salvini, qui forme avec nous un groupe au Parlement européen, l'Italie a réussi à réduire de près de 60% en une année les arrivées illégales par la Méditerranée centrale par bateau. Donc ça prouve que quand il y a une volonté politique, et c'est le cas à Rome aujourd'hui, lorsqu'il y a la volonté à la fois d'afficher de la fermeté, mais aussi de matérialiser cela par des actes, lorsque il y a une politique de coopération en amont avec les pays, alors c'est le cas avec la Tunisie, c'est aussi le cas avec la création de ce expérimental, de ce centre pour renvoyer les migrants en transitant par l'Albanie, mais en installant le centre en Albanie pour ensuite renvoyer les migrants vers leur pays d'origine. Tout ça, ce sont des actes forts qui témoignent d'une volonté politique. Et donc, les passeurs, les ONG, les migrants choisissent d'autres portes d'entrée. Et c'est vrai que l'Espagne, avec un gouvernement socialiste dans lequel se trouvent aussi des ministres de Podemos. En fait, il faut s'imaginer un gouvernement qui serait en France l'équivalent de socialistes et de LFI, et de toute une gauche naturellement pro-migrants. Or, effectivement, il y a des promesses de régulariser 900 000 migrants sur 3 ans par le gouvernement à Madrid. Et donc, ça attire prodigieusement des migrants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les flux les plus importants depuis maintenant 2 ans, je dirais, vers l'Espagne, ne passent plus par le détroit de Gibraltar, mais passent par les îles Canaries. C'est que finalement des pays comme le Maroc, je dirais que des pays du Maghreb au sens large, voient bien qu'ils sont sur la route migratoire de l'Afrique subsaharienne, et je crois que d'ailleurs dans le reportage, il y a des interviews de Tunisiens dans la rue qui disent ça avec leurs mots, mais je crois qu'il faut l'entendre aussi. C'est qu'ils ne veulent pas se retrouver avec toute l'Afrique subsaharienne qui migre vers le Maghreb. Donc je pense que ça explique pourquoi aujourd'hui la route principale qui va vers l'Espagne, elle provient d'Afrique de l'Ouest, donc ce sont des points de départ du côté de la Mauritanie, du côté du Sahara occidental, avec une problématique géopolitique. Il faut être malin, je crois, et voir quel est l'intérêt de l'Europe dans cette affaire. Pour moi, l'intérêt est très clair, c'est que les départs ne soient pas possibles à partir de la côte de l'Afrique de l'Ouest. C'est aussi l'intérêt des migrants parce que c'est extrêmement dangereux et que donc il peut y avoir de très nombreuses victimes. Là, on parle de faire 100 km et parfois plusieurs centaines de kilomètres sur l'océan Atlantique avec des petites barques. Donc c'est totalement suicidaire parfois. Mais il y a eu 46 000 arrivées clandestines dans les îles Canaries en 2024. Alors, que font ensuite les autorités? Alors, vous voyez, c'est quand même prodigieux parce que dans le même temps, il y a eu à peu près 67 000 arrivées par la route de la Méditerranée centrale qui était traditionnellement, je dirais,
l'autoroute de l'immigration illégale depuis que j'étais d'ailleurs directeur de Frontex, enfin bien avant. Et donc vous avez aujourd'hui 46 000, enfin en 2024, 46 000 arrivées par l'Afrique de l'Ouest vers les Canaries. C'est 47 000 clandestins juste en 2024 sur la minuscule île des Canaries. Voilà, alors dans les Canaries, c'est un archipel, il y a plusieurs îles, mais donc si vous voulez, les îles Canaries forment un archipel qui constitue une région dans le cadre du Royaume d'Espagne, une région avec une certaine autonomie politique. Mais qui sont dans l'espace Schengen. Et qui sont dans l'espace Schengen. Donc ce n'est Donc pas... dès qu'un clandestin met les pieds là-bas, il est dans l'espace Schengen, alors, on ne peut plus rien faire. Il est dans l'espace Schengen et donc ça veut dire que il peut prendre un avion, il peut prendre un bateau. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que pour des raisons de gestion de l'immigration, comme on dit en langage bruxellois inclusif pro-migrant, il gère l'immigration, c'est-à-dire que les îles Canaries sont trop petites. Il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez de place, il y a tout simplement... c'est pas vivable de garder tous ces gens sur les îles Canaries. D'ailleurs, ils veulent pas y rester. Et donc, il y a des transports organisés aussi vers le continent, vers l'Espagne continentale. Et une fois que vous êtes un migrant en situation illégale en Espagne continentale, eh bien, vous pouvez continuer votre chemin vers le nord. Et là, ou même l'Espagne va vous régulariser, comme elle le promet. Alors, l'Espagne régularise. Alors, si c'est une régularisation, bon, après, il faut regarder le type de titre de séjour qu'il donne. Mais effectivement, il faut savoir qu'un étranger non européen qui a reçu un titre de séjour dans l'un des États de l'espace Schengen a le droit de circuler légalement dans les autres pays de l'espace Schengen. Il n'a pas le droit d'y travailler, il n'a pas le droit de s'y établir, si vous voulez, mais il a en tout cas le droit de circuler. Mais pour des gens qui veulent tout simplement circuler et puis vivre et travailler clandestinement quelque part, c'est une aubaine. Et si vous rajoutez le fait que nos lois en France sont laxistes et que vous avez vu les gouvernements, que ce soit le gouvernement Bayrou, que ce soit le gouvernement Barnier, ils ne veulent pas supprimer l'aide médicale d'État aux étrangers. Ils ne veulent pas une politique de bon sens qui est de dire, quand on est en situation illégale dans un pays, la France en l'occurrence, quand on a reçu une obligation de quitter le territoire français et qu'on a 8 jours pour se faire, comment se fait-il qu'on puisse continuer à inscrire ses enfants à l'école? Comment se fait-il qu'on puisse continuer à recevoir des prestations de la sécurité sociale? Comment se fait-il que l'on puisse rester dans des HLM alors que les Français modestes qui travaillent n'ont pas de logement décent? Comment? Pourquoi? Tout ça, c'est les gouvernements de M. Macron, c'est tout ce que nous vivons et c'est la raison pour laquelle il faut une vraie alternance en France. Parce que il y a aussi des moyens d'action sur notre propre territoire et je dirais que le Rassemblement national a les solutions qui nous permettraient de reprendre également le contrôle et la souveraineté par rapport à tout ça. Alors, sur la question des visas, des régularisations des clandestins, on voit dans le documentaire, sur Frontières Plus toujours, n'oubliez pas d'aller le voir, que les ONG en fait racontent aux clandestins quelles histoires dire. Donc en fait, on a un dévoiement du droit d'asile. Ils viennent majoritairement pour des raisons économiques, mais ça il faut pas le dire parce que les visas pour des raisons économiques sont très compliqués à avoir. Donc on leur dit qu'il faut qu'ils disent qu'ils sont des réfugiés politiques ou ils viennent de pays en guerre. Que je sache, aucun de des pays desquels viennent les clandestins ne sont des pays en guerre, ni le Sénégal, ni la Mauritanie, ni la Syrie n'est même plus en guerre d'ailleurs. Il y avait une proposition de Retailleau d'arrêter tout de suite les visas pour les Syriens, étant donné que le pays est de nouveau stable. Mais les ONG leur disent de mentir, en fait. Et les contrôleurs légaux des pays acceptent ces mensonges. Alors effectivement, il y a tout un récit qui aide les migrants à dévoyer le droit d'asile. C'est une honte, parce que ça veut dire que les vraies personnes ont besoin d'asile et ont besoin de protection, n'arrivent pas à avoir accès à l'asile, que ce soit en France
ou en Europe dans des délais raisonnables, parce que le système est encombré de tous ces clandestins qui sont aidés par les ONG, qui sont aidés par des gouvernements complaisants, comme c'est le cas en France avec les gouvernements d'Emmanuel Macron. Et il faut absolument des mesures, je dirais, de grande fermeté à la frontière. Alors, il y a des récits, moi je l'ai vu, quand j'étais directeur de Frontex, j'allais voir en Italie, là où était déployé Frontex, j'allais en Grèce, en Espagne et dans différents autres endroits. Partout où vous avez les ONG, vous avez le mode d'emploi, vous avez des conseillers juridiques. Alors bon, il y a tout un rôle qui est donné aux ONG pour permettre aux migrants de défendre, entre guillemets, leurs droits. Des rôles régaliens. Des rôles régaliens qui sont délégués, qui sont de facto sous-traités, mais non pas à des organismes privés qui respecteraient un cahier de charges scrupuleusement. C'est délégué à des militants gauchistes. On ne peut pas faire ça, si on est honnête. Avec l'argent public. Avec l'argent public, avec l'argent des Français, et au niveau européen, avec l'argent des Français, plus l'argent d'autres Européens qui payent au pot. Mais je pense que le scandale, c'est que finalement, le droit d'asile ne peut pas profiter à ceux qui en ont besoin, et il encombre les moyens, il monopolise, il accapare les dispositifs sociaux pour des gens qui n'ont rien à voir avec l'asile. Et il y avait, moi je me souviens, il y a quelques années, sur l'île de Lesbos, en Grèce, lorsque je visitais les activités de Frontex, je voyais ce que les ONG affichaient, un tableau des aides sociales dans les différents pays européens. C'est incroyable. Alors il y avait... C'est incroyable. On dit aux clandestins, regardez, voilà. vous pouvez faire votre marché, où est-ce que vous voulez aller? Exactement. Donc il y avait en tête, dans je dirais, dans les 5 pays de tête où il fallait vraiment réussir à aller, bon, il y avait la France, il y avait l'Allemagne, à l'époque il y avait les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, enfin voilà. Donc ça, c'était les endroits où il fallait aller. Et puis il y avait les pays à éviter. Alors, les pays à éviter, il fallait pas aller en Bulgarie, parce qu'en Bulgarie, je crois que par mois, ça devait être 50 € d'aide. Alors là, mais c'est normal, parce que le salaire minimum en Bulgarie à l'époque, il était à peu près de 250 € par mois. Donc, il faut quand même garder le sens des réalités. Et donc, vous avez une aide objective de ces ONG au maintien en situation illégale, combinée ensuite par le rôle d'avocats militants, mais qui là encore sont payés. Par exemple, en France, il y a l'aide juridictionnelle. Donc vous voyez que des étrangers, même en situation illégale, on nous dit, il y a des jurisprudences qui le disent, que voilà, il faut continuer à leur donner les aides. Donc tout est fait pour que des étrangers en situation illégale puissent violer nos frontières, avec l'aide d'ONG payée par l'argent public, et tout est fait pour qu'ils se maintiennent. En faisant obstacle à l'exécution des décisions administratives d'expulsion. Et au bout de 10 ans, on dit, bon, ça fait 10 ans qu'ils sont là, il faut les régulariser. Même pas 10 ans, regardez la circulaire Retailleau. La circulaire Retailleau dit, bon, allez, là où il fallait attendre 3 ans, bon, on va essayer d'avoir un petit effet d'optique. Là, on va dire, attendez 5 ans. Bah oui, attendez 5 ans, comme ça, avant 2027, ça ne se verra pas. Les Français diront, quand même, il y a de la fermeté, là. Ben non, en fait, on ne fait que repousser. Mais l'objectif même de la régularisation n'est pas remis en cause par cette circulaire. Et donc, je pense que ce qu'il faut vraiment réaffirmer, et le Rassemblement national, mais aussi nos alliés au Parlement européen, nous avons un programme très clair. Ce que nous disons est très simple. Les personnes qui sont vraiment des demandeurs d'asile, des réfugiés qui fuient une guerre ou qui fuient des persécutions politiques dans leur pays, eh bien, ces personnes doivent pouvoir présenter leur demande d'asile en amont, avant d'être sur le territoire européen, par exemple en allant dans les consulats des pays européens, ou bien en allant dans des centres de migrants, un peu comme ce que Mme Meloni et son gouvernement, avec M. Salvini, veulent faire en Albanie.
Et à ce moment-là, on regarde, donc nous, enfin des autorités des pays européens regarderaient les dossiers, et les personnes, c'est-à-dire 80% qui ne relèvent pas de l'asile, eh bien, on leur notifierait que non, ils n'ont pas droit à l'asile, et qu'ils vont rentrer chez eux, et on va d'ailleurs les aider à rentrer chez eux, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans des avions, on va prendre une décision, et s'ils veulent faire un recours contre cela, c'est leur droit, mais un recours non suspensif. C'est-à-dire qu'ils rentrent à la maison. Et si jamais ils ont gain de cause, à ce moment-là, on réfléchit s'ils reviennent. On exécutera la décision de justice administrative. Mais donc, c'est-à-dire pour casser toute cette chaîne de complaisance, pour ne pas dire de complicité institutionnelle qui empêche les expulsions. Donc, ce que nous disons, c'est que s'il y a un tel dispositif pour accorder fidèle, finalement, à l'esprit des conventions de Genève pour les réfugiés, s'il y a un tel dispositif, alors nous pouvons être inflexibles à la frontière extérieure et dire à tous ces migrants, vous n'aurez rien. Et quand on dit rien, c'est rien. Pas d'aide sociale. Vous serez mis en détention dans des centres avant votre expulsion. Vous vous baladerez pas dans la nature avec des espèces de papiers de complaisance pour pouvoir aller demander de l'aide sociale, avoir les conseils des ONG. C'est rien, vous serez en détention. Et si vous ne vous souvenez plus de quel pays vous venez, vous aurez le temps, au centre de rétention administrative, on vous met 18 mois là-dedans et vous allez bien réfléchir et peut-être que vous allez vous souvenir de quel pays vous venez. Et puis un élément important, la pression politique et les sanctions sur les pays d'origine qui ne reprennent pas leurs migrants. Quand je vois la lâcheté, la faiblesse des autorités françaises face à l'Algérie, c'est une honte. Tous les Français se sentent humiliés. C'est ridicule. Personne ne comprend. Et moi, je peux vous dire que, comme je suis député européen, nos alliés d'autres pays européens dans notre groupe des Patriotes pour l'Europe ne comprennent pas comment un pays comme la France se fait humilier de la sorte par les Algériens, parce que ça aussi, mine de rien, ça a un impact sur l'ensemble du fonctionnement de l'espace Schengen. Tout le monde voit qu'on est faible, donc... Tout le monde voit qu'on est faible, donc tout le monde se dit, on va se payer la tête des Français. Fabrice Leggeri, on aurait pu continuer encore pendant très longtemps, mais l'heure avance. C'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes député européen du Rassemblement national et l'ancien patron de Frontex. Merci d'être venu. N'oubliez pas d'aller regarder le documentaire sur Frontières Plus sur les routes migratoires. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Je pense que c'est le documentaire le plus complet qui a été fait et qui n'a pas été fait par Arte, donc c'est-à-dire sans une idéologie gauchiste. On vous montre comment ça s'est passé. Merci beaucoup Fabrice Leggeri, à bientôt.